raconter une petite histoire. J'étais il y a une vingtaine d'années, non 30, en charge du département de la Guadeloupe, et une nuit, un mouvement indépendantiste qui s'appelait l'Armée révolutionnaire caraïbe a cru bon de profiter de l'arrivée de la Cour du Rhum, la première du genre, pour organiser une nuit bleue, c'est-à-dire une série d'explosions qui ont secoué quand même assez fortement. Évidemment, ce n'était pas tout à fait par hasard. Il y avait là la présence à Pointe-à-Pitre de beaucoup de journalistes internationaux qui n'étaient pas des spécialistes du terrorisme. C'était plutôt des amateurs de la voile. Et il s'agissait de porter, en quelque sorte, de manière spectaculaire, les revendications dont je ne dirai rien. Ce que, par contre, j'ai fait dans les minutes qui ont suivi l'annonce des explosions, parce que c'était une nuit, décidément, c'est que j'ai réussi à mettre la main, pas physiquement, sur l'ensemble des journalistes qui se trouvaient là, et je les ai convaincus sans beaucoup de difficulté qu'il ne fallait surtout pas parler de cette vague d'attentats. Et on n'en a pas parlé du tout. Donc ils ont fait chou blanc. Parce qu'un terrorisme dont on ne parle pas est un terrorisme qui a du mal à vivre. Et ce que je voudrais dire, après vous avoir félicité de la pertinence de ce colloque, parce que je crois que c'est une question qui est tout à fait fondamentale, que celle de la relation du journalisme et du terrorisme, je voudrais vous dire, c'est pas simplement le paradoxe, que si le journalisme peut très bien se passer du terrorisme, le terrorisme ne peut pas se passer du journalisme. S'il n'y a pas de journalisme, il n'y a pas de terrorisme. Alors on pourrait en dire qu'il faut supprimer le journalisme. Je n'en suis pas encore là, mais je dois dire qu'il y a effectivement une connexion très forte, qui est d'ailleurs marquée par les organisations terroristes elles-mêmes, puisque la profession de journaliste est au cœur de l'expression terroriste. Les journalistes sont communément assassinés, enlevés, pour les femmes violées. Il y a évidemment un traitement de faveur qui est réservé par les organisations terroristes aux journalistes. Alors, aujourd'hui, effectivement, je ne vais pas vous résumer en 10 minutes, 30 ans ou 40 ans de carrière, ce sera un petit peu compliqué, mais je voudrais insister sur quelques points qui me paraissent tout à fait fondamentaux. Le premier point, c'est que le terrorisme, au cours de ces dernières décennies, a changé de nature. On a eu, le terrorisme, c'est quoi d'ailleurs, en fait? C'est la relation, c'est la réponse du faible au fort, en principe. C'est au départ un certain nombre de gens qui n'arrivent pas à se faire entendre, qui portent des revendications, justifiées ou pas, mais qui trouvent en face d'elles un appareil d'État qu'il est difficile de faire fléchir. D'ailleurs, aucun mouvement terroriste n'a jamais changé la nature d'un seul État. C'est vous dire que cette réponse, pour passionnée qu'elle soit, est dans une certaine mesure inappropriée. Mais pendant des décades, on a eu effectivement un terrorisme identitaire, c'est-à-dire le terrorisme d'un certain nombre de mouvements, justifiés ou pas, qui portaient une idée de la nation, d'une religion, d'un parti, d'une expression sociale, et qui, faute de pouvoir se faire entendre mieux, le faisait par la force, par la violence. Le mot de violence est totalement inhérent à la notion de terrorisme. Ce terrorisme identitaire, il n'était d'ailleurs pas toujours infréquentable. J'ai toujours, personnellement, d'abord j'ai fréquenté des terroristes, entre guillemets, avec ou sans guillemets, comme vous voudrez, et je crois qu'il y a des terroristes, il y avait en tout cas des expressions terroristes qui n'étaient pas illégitimes. Aujourd'hui, on est passé à une autre forme de terrorisme. On a un terrorisme messianique, c'est-à-dire que c'est un terrorisme
qui ne porte plus, en quelque sorte, la revendication, une revendication le plus souvent nationale, il porte une revendication messianique, avec une connotation, évidemment, idéologique. Et c'est là la grande différence sur laquelle on n'insiste pas, et on a tort, parce que de cette évolution d'un terrorisme identitaire à un terrorisme messianique, on est passé à une expression terroriste sensiblement différente. Pourquoi? D'abord parce que ce terrorisme identitaire doit nécessairement s'appuyer sur des moyens beaucoup plus considérables, beaucoup plus conséquents que le terrorisme identitaire. Vous pouvez assassiner un chef d'État, vous pouvez assassiner des ministres, enlever telle ou telle personnalité, voire commettre des crimes qui visent une foule, mais vous leur faire passer un message identitaire, idéologique, exige de disposer de moyens considérables. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui l'émergence de deux formes de terrorisme. Un terrorisme qu'on appelle d'abord Al-Qaïda, Daesh, Al-Qaïda un peu fabriqué par certains de nos partenaires occidentaux d'ailleurs, les États-Unis pour ne pas les citer. Voilà ce terrorisme, qui est un terrorisme qui vise évidemment à sinon une domination mondiale, du moins au fait de répandre une idéologie et parfois une religion qui n'est pas censée plaire à tout le monde. Mais vous avez une autre forme de terrorisme, alors celle-là dont on ne parle jamais, c'est le terrorisme d'État. Et là, ce n'est plus du tout la réponse du faible au fort, c'est presque l'inverse, c'est la réponse du fort au faible. Et ce terrorisme d'État, qu'est-ce qu'il est? Il est incarné dans un certain nombre de pays, dont je dirais un mot, mais ce terrorisme d'État, il dispose évidemment des moyens de la puissance de l'État, et il vise quoi? Il vise l'écrasement de toute espèce de forme d'opposition, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit militaire. Ce terrorisme d'État, par conséquent, il bénéficie des moyens de l'État. Et dans la mesure où il bénéficie des moyens de l'État, tous les États ont pratiqué, j'ouvre une parenthèse pour dire que tous les États, ou à peu près, ont pratiqué le terrorisme. La France l'a fait pendant la guerre d'Algérie. Je vois mon ami Yann Cadras au premier rang. L'Espagne l'a fait. Il y a même un ministre que je connaissais très bien et que j'apprécie beaucoup, qui s'est retrouvé en prison. L'Angleterre l'a fait avec l'Irak. Nous l'avons tous. Ce terrorisme d'État se limitait à des actions. Il était un moyen, il était une des réponses que l'État trouvait à l'expression terroriste. On disait, et j'ai été de ceux qui ont dit, il n'y a pas de terrorisme sans contre-terrorisme. Alors, peut-être que mes propos vous choquent, ça m'étonnerait, mais si vous choquent, c'est pareil. Je crois qu'il faut dire, je ne suis pas là pour faire des grands discours, il faut appeler un chat un chat. Et aujourd'hui, on est passé à une autre forme de terrorisme, et ce terrorisme-là, il n'est plus une expression momentanée, il n'est plus la réponse factuelle à des situations qui ne sont pas pérennes. Il est aujourd'hui consubstantiel à certains États. Et en disant ceci, je pense très fortement à l'Iran. Pourquoi je pense à l'Iran? Parce que l'Iran est c'est celui qui a le mieux réussi dans le genre, si je puis dire. L'Iran, il a organisé en quelque sorte sa survie à travers l'utilisation de la violence,
les généraux, on appelle la violence politique, et de celui à la DST, on appelait la subversion violente. Et de ce fait, le terrorisme est devenu, le terrorisme d'État est consubstantiel à l'État. Ça, c'est très important, parce que malheureusement, je ne lis rien là-dessus. En tout cas, très peu de choses. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que c'est le terrorisme qui est aujourd'hui le plus menaçant pour la paix mondiale, d'abord, mais aussi pour la tranquillité, les droits d'un certain nombre de peuples. On retrouve la même chose avec les frères musulmans, mais pas poussé à ce point, parce que les frères musulmans, d'abord, sont multinationaux, ils ont multiples implantations, même s'ils ont des bailleurs de fonds, donc c'est une chose que moi, donc je n'en parlerai pas, mais en tout cas, pour ce qui concerne l'Iran, le phénomène est très marqué. Et il est d'autant plus important que ce terrorisme d'État n'est jamais combattu. Pourquoi il n'est pas combattu? Ben, il n'est pas combattu parce que, étant consubstantiel à un État, il fait partie du dialogue entre États. Je dirais même qu'il fait partie du dialogue diplomatique. Et je peux donner un exemple, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Prenez le métro, allez à Levallois, vous trouverez la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure entretient un dialogue avec le service iranien. Donc elle entretient le dialogue avec un service qui est un service de terrorisme d'État. Comment voulez-vous lutter contre le terrorisme d'État si les tenants, les organisateurs, les maîtres, ceux qui disposent de ce terrorisme d'État, sont précisément vos interlocuteurs? Ça pose un grave problème. Ça pose un très grave problème qu'à ma connaissance, aucun État n'a encore osé aborder. Peut-être que ça viendra, mais en tout cas, c'est tout à fait flagrant. Je crois que là, autant il était, je l'ai fait, permis, recommandé de dialoguer pour un service comme celui que j'ai eu l'honneur de diriger avec un certain nombre d'organisations terroristes, voire avec certains partenaires étrangers qui étaient un peu les organisateurs de certaines formes de terrorisme d'État. Je donnais tout à l'heure le nom du général Rouli, que certains d'entre vous connaissent, qui était le patron des services de sécurité de l'armée de l'air syrienne. Bon, j'avais un dialogue, mais c'était un dialogue qui était un dialogue basé d'abord sur l'équilibre des échanges. On échangeait, mais chacun gardait par devers soi d'abord un droit à ne pas répondre, et puis surtout on gardait par devers soi la nécessité de ne pas franchir certaines limites. Bon, il est évident que mon interlocuteur syrien souhaitait quelque chose, c'était que je le renseigne sur nos positions syriennes. Et que c'est précisément ce que je ne pouvais pas faire, en tout cas pour ce qui concernait l'opposition syrienne en France. J'ai eu un dialogue avec nos amis espagnols, et c'était beaucoup plus facile parce que d'abord c'est une démocratie, et que, en plus, les choses comme elles sont, le ministre socialiste de l'Intérieur français, Gaston Defferre, ne voyait pas d'un mauvais œil qu'on discute avec le gouvernement socialiste espagnol. Voilà. Ce que je voudrais vous dire, donc, je pense que je dis assez longtemps, tout à fait, c'est gentil. Et ce que je voudrais dire pour conclure, et puis surtout pour que ce débat ne fasse pas d'impasse sur le terrorisme d'État, c'est que c'est pas l'hommage du vice à la vertu, c'est que je crois que, je vous ai dit au début de mon propos, que sans journalisme, il n'y a pas de terrorisme. Oui, mais sans journalisme, il n'y a pas non plus de lutte contre le terrorisme. Alors vous voilà pris à votre propre piège, si j'ose dire. Et il est certain qu'au niveau du terrorisme, une chose qui m'a frappé, c'est que vous êtes, et vous êtes d'ailleurs largement responsable de cela, noyé